Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous nous regardez là. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons faire lecture de quelques messages dans un instant sur Radio Espace. Dans cette émission Les GG, à la une, je le disais tantôt, à Kindia, plus de 1000 commerçants sont sommés donc de quitter un centre commercial en construction au grand marché de la commune urbaine, San Loya. C'est le nom reconnu en tout cas de ce côté. C'est installé donc sur un site mis en balle par l'État guinéen en 2003. Le preneur Elhaj Ousmane Baldé, alias Sans Loi, au nom de sa société, s'était engagé donc au bout de 3 ans à bâtir un centre commercial digne de nom. Et ce n'est pas le cas. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno, c'est qu'il reproche donc le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Mais déjà, plusieurs travaux sont réalisés et l'État a continué donc de percevoir des redevances jusqu'à très récemment. Et puis, l'opérateur économique se voit retirer 2 autres centres d'affaires ici à Conakry. Jacques Lewaleno nous en dira plus dans un instant sur Radio Espace Guinée. Et oui, les élections, les Américains donc votent ce mardi pour élire donc leur président de la République, qui de Donald Trump ou de Joe Biden donc pourrait l'emporter. Nous posons cette question ce matin chez les GG. Le président décrit sur le plan international, quittera-t-il la Maison Blanche au profit de l'ancien vice-président de Barack Obama? Nous le saurons d'ici demain matin. Ce soir d'ailleurs, à cette nuit, il faut le dire, à minuit, nous allons vous proposer une soirée, une nuit électorale évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV de minuit à 6h du matin. Le vote anticipé déjà a eu lieu dans plusieurs États et dans les sondages, comme en 2016, on déclare le républicain perdant. La présidentielle américaine fascine, elle est complexe et pleine de surprises. Le pays offre donc une grande leçon de démocratie au reste du monde. Et c'est une démocratie parfaite. Pour autant, nous posons cette question ce matin. Quel rôle jouent les grands électeurs dans le processus? Pour comprendre donc l'élection présidentielle américaine, nous donnons la parole au président du modèle, ancien boursier du département d'État sur le système électoral américain et ses enjeux pour l'Afrique. Ali Ouba, il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Allez, je vais lire quelques SMS évidemment, quelques réactions des auditeurs sur le hashtag Espace GG. Ils sont très nombreux à réagir ce matin. Si vous le voulez bien, du côté de la régie, avec évidemment Mamoudou Kondé, Kabine Kondé, Alassane Diallo, évidemment qui réalise cette émission du côté de la régie, Mafata Sano, toute l'équipe ce matin. On y va, go, c'est parti avec ce premier tweet qui nous parvient de Alpha Oumar Keïta qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La situation politique actuelle de notre pays exige des hommes, voilà, l'appel au calme et la retenue. Les politiques doivent renoncer donc aux manifestations, voilà, afin d'user donc des voies légales pour leur recours sur les irrégularités liées donc au scrutin du 18 hashtag Espace GG. On reste avec Adi Premier aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Je sais pas pourquoi trop vous le sélectionnez ce garçon tous les matins. Je reçois le même tweet, voilà, c'est pas normal ça. Allez, on reste avec Issa Touraman Traoré qui nous écrit: bonjour les GG. Il faut rappeler sans crainte qu'on a marre de ces manifestations de trop, sans suite consommable, mais plutôt que des vies humaines arrachées à chaque sortie. Au final, on engage la responsabilité de l'État. La politique n'y est pas synonyme donc de rue. Wassalam, hashtag Espace GG. Noumou qui nous écrit aussi: bonjour l'équipe des GG. La seule chose qu'on demande, c'est le respect de nos voix. C'est aussi simple que ça. Ben, sinon, voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire? On ne peut pas quand même continuer de cette façon. Il faut qu'on trouve une solution dès maintenant. Vive l'alternance. Hashtag Espace GG.
Intime Diaby, l'enfant de Kourou aussi qui nous écrit. J'ai l'impression de lire hier les tweets d'hier, sincèrement parlant, cabinet. Là, carton rouge, sincèrement parlant, quoi. Voilà. Je comprends ces tweets qui disent, voilà, vous sélectionnez des gens que vous connaissez. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Je fais ma grande gueule toute seule. Voilà. Tout seul ce matin. Tout seul, je le fais ce matin. Voilà. Allez, on y va avec l'enfant de Intime Kourou qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Lamine, on ne parlera plus de scores soviétiques, on parlera désormais de scores ivoiriens. Ils ont désormais leur propre unité de mesure électorale pour l'Afrique. La démocratie donc a reculé de 10 ans pour son développement. Dommage. On y va avec cet autre aussi, Ahmed Sékou Touré, qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. À chaque fois qu'il y a des manifestations, ce sont des pauvres innocents qui tombent. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Seïkou Oumar Bolé. Bonjour les GG. Le cas ivoirien est différent du cas guinéen. En Guinée, une grande partie de l'opposition a participé à la magouille, voilà, et a été constaté à la remontée des PV. Et en Côte d'Ivoire, l'opposition a boycotté et a empêché donc le vote dans une grande partie du pays. On reste avec cet autre aussi, Bérété Mohamed Lamine, qui nous écrit bonjour les GG. Connaissant les caractères de manifestations dans ce pays, l'UFDG et l'ANA devraient opter pour d'autres options, surtout en cette période cruciale. Voilà, merci beaucoup. À lancer DG Traoré aussi qui nous écrit la contestation autour des contentieux électoraux n'est pas fortuite, mais il est important de faire recours donc à la Cour constitutionnelle et revient à cette juridiction compétente de faire preuve de responsabilité à ce stade électoral. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Cavalier Innocent. Voilà, il se fait appeler comme ça sur Twitter. La République désigne toute société régie par la loi, mais chez nous, c'est le contraire qui se reproduit chaque jour que Dieu fait. Voilà, car c'est la loi du plus fort qui existe. Nous devons opter pour une justice équitable. Le Jacteur aussi qui nous écrit sur Twitter. Je pense que le Guinéen a une mauvaise perspective sur la manifestation. Les politiques qui se cherchent, les jeunes amadoués, le pays qui ne cesse de s'immobiliser. Qu'Allah nous sauve. Merci beaucoup. Amen. Bala Keita aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Une nouvelle ère s'abat sur l'Afrique de l'Ouest, le 3e mandat. Voilà, question, faut-il toujours continuer à copier-coller la démocratie dictée par l'Occident ou adopter carrément à nos réalités? La démocratie n'est pas seulement l'alternance, sinon l'Europe. Merci beaucoup. On reste avec Youssef Kaba aussi qui nous écrit évidemment sur Twitter. Lui, il est du PEDN. Youssef Kaba, qu'est-ce qu'il dit, Youssef, ce matin? La boulimie du pouvoir n'apportera que malheur aux Africains. Ni la Guinée, ni la Côte d'Ivoire ne méritent cette situation, ce score de ado. Peut-être expliqué par le fait qu'il n'y a jamais, qu'il n'y avait qu'un seul candidat en face après le boycott annoncé donc par Bédier et Afin Guessin, hashtag Espace GG. On va rester dans le sillage avec le 657 39 13 13. Lui, c'est Alpha, voilà, qui dit bonjour les grandes gueules. Si Alpha aime la Guinée, il n'a qu'à démissionner. Ce n'est pas en 5 ans qu'on va régler ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans. Badra à Bamako. Il nous regarde du côté de Bamako à la télévision. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, moi c'est l'Angolais. Vous savez, chez nous, personne ne dit la vérité. C'est pour cela que j'aime beaucoup Roby dans votre émission. C'est le seul qui dit la vérité à propos de Gassama Diaby. Il appelle à la paix. S'il voudrait la paix, qu'il appelle au président de ne pas faire le 3e mandat. Mais nous voyons la vérité et on ne dit rien. J'aime beaucoup votre émission. Dites à Alpha Condé et à Alassane Ouattara de quitter le pouvoir. Voilà, c'est un auditeur qui nous écrit du côté du Congo ce matin. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour la plus lionne des radios. Je vais souhaiter. Ok, merci. On y va. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs. Tellement de messages ce matin, mon cher Diaby, avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine Lamarana Yemberin depuis mon village. Voilà, j'interpelle donc le ministre sur le cas du service de sécurité. Je comprends pas du tout, sincèrement, voilà. On y va avec Marouane. Bonjour. Ouattara a battu tous les records
d'idiotie électorale en 2020. Que pense Sidia Touré, l'ami de Mago? Voilà, il pose la question ce matin. Marwan, c'est pas possible. Allez, on reste toujours avec ces auditeurs. Ils sont tellement nombreux ce matin à nous écrire. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je tire chapeau pour Roby ce matin pour ses propos contre certaines diaspos qui poussent donc les jeunes gens à la violence pendant ce temps. Ils vivent là-bas, ils nous envoient des messages sur les réseaux sociaux. C'est Moussa Dadis Camara. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Voilà. On reste toujours avec ce Totro aussi qui nous écrit. Lui, c'est la Junior Condé. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Désormais, Prado, c'est surnomme Al-Sanov, Ouattarov. Voilà. Il est terrible ça. Il a fait un score à la russe. Il est terrible là, c'est pas possible. Désormais, Prado se nomme Al-Sanov, Ouattarov. C'est pas possible. Allez, on va rester toujours dans le ciel avec cet autre aussi qui nous écrit. Voilà, lui c'est qui exactement? Bonjour à toute l'équipe, bonjour Lamine. Là, c'est là Moussa Makadjabi qui réplique. Lamine dit à Moussa Yoro que le président Alpha Condé et Lassane Ouattara n'ont jamais sollicité ce nouveau mandat. Mon œil, tu parles, attends, Alpha Moussa Maka quand même. Hein? Ce mandat a été imposé sur eux, par le peuple. C'est terrible ce garçon, je te le dis. Aïe, 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 aïe. Ce mandat a été imposé donc par le peuple sur eux. Le mandat a été imposé donc sur eux par les peuples guinéens et ivoiriens afin qu'ils puissent évacuer donc tous ces politiciens de leur génération et laisser donc la place aux jeunes générations. Est-ce que c'est attendu et compris? Il pose la question en plus. Et bien voilà, là, Moussa Makadjabi qui nous envoie ce message. On reste toujours avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir. Je m'arrête là-dessus parce qu'on a pris trop de temps ce matin. Lui, c'est Moria Kaba qui nous écrit évidemment sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, bonjour. Les Guinéens et les Ivoiriens sont dans les mains du groupe de groupuscules. Moria quand même, de l'Ibark, qu'est-ce qu'il veut dire? Qui refuse de comprendre que l'heure est grave. Les deux régimes ont organisé donc des élections controversées en ignorant complètement l'avis d'une grande partie de leur peuple. Des lignes rouges ont été franchies. Un pont de non-retour a été atteint. C'est dommage, quel gâchis pour la démocratie. C'est Afamoussa Makadjabi, Moria Kaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Les GG continuent sur Espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins également, vous avez accès à cette émission via Espace TV disponible sur les bouquets Canal+, SES5. Vous êtes aussi sur ce nouveau bouquet évidemment de Canal+. Vous nous regardez partout dans le monde via SES5. Si vous êtes du côté de Bamako, TNT South Africa relaie Espace TV évidemment. Merci à vous tous à l'international. Kindia nous intéresse ce matin, mon cher Jacques Lewaleno. Oui. On parle encore évidemment de ce centre commercial, même si Roby a pris les devants. Il a pris le débat. On s'intéresse à cette actualité. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Est-ce qu'on peut dire un acharnement, parce que j'ai vu sur Africa Guinée la sortie de Saint-Lois, qui se disait qu'il était victime parce qu'il s'est opposé au troisième mandat, entre autres. Bon, moi, il dit que ces biens ne vont pas finir comme Caporo. Je vais pas aller sur cet angle. Non, mais c'est ce qu'il a dit, c'est intéressant quand même. Bien entendu, il est libre d'avoir cette appréciation des choses. Moi, je vais présenter les choses. Donc, c'est fait à partir des documents que j'ai pu consulter et à partir des entretiens que j'ai eus avec sa société, qui est l'Union pour le commerce et l'industrie, l'Union africaine pour le commerce et l'industrie, UACI, et puis la direction préfectorale de l'habitat de Kindia. Mais depuis 2003 quand même. Oui, ce qui se passe, c'est qu'en 2003, le 3 juillet 2003, l'État guinéen va donc mettre en bail un domaine qui était occupé par l'ex-FAO dans la commune urbaine de Kindia, donc au cœur du marché de Kindia. Et il y a donc un accord qui est signé avec des engagements de la part du bailleur et de la part du preneur qui est donc El Hadj Ousmane Baldé. Donc en termes d'engagement, c'était qu'au bout de 3 ans,
il devrait y ériger un centre commercial R+2, m'apprend-on. Hier, j'écoutais le directeur préfectoral de l'habitat qui disait R+3. Donc déjà, sur le type de centre commercial à bâtir, il y a déjà des contradictions. Donc, de 2003 à 2006, des travaux ont été engagés. Mais les travaux n'ont pas permis, en tout cas, à l'opérateur d'arriver jusqu'au bout. Donc, de pouvoir réaliser, n'est-ce pas, le centre commercial. Donc, à partir de 2005-2006, on a pu mettre un rez-de-chaussée qui abrite donc les boutiques et puis des kiosques qui sont aujourd'hui occupés par ces milliers de commerçants dont on parle depuis quelques jours. Et puis, il a pu construire une mosquée et un appartement qu'on peut utiliser pour, bien entendu, pour habiter. Et donc, de 2000, oui, un appartement, une maison, en tout cas une maison d'habitation. Que à chaque fois qu'il vient à Kindia, c'est là-bas, il habite. Les représentants de sa société aussi, s'ils arrivent à Kindia, c'est là-bas, ils dorment. Ce qui est sûr, il y a la mosquée et puis il y a ces boutiques qui sont au rez-de-chaussée. Les travaux n'ont pas avancé. Donc, de 2003 à aujourd'hui, ça fait quand même 17 ans. Ce qui arrive, c'est que l'année dernière, donc fin 2019, l'État guinéen va constater que les travaux n'ont pas avancé. Va donc lui écrire pour lui dire que le point 3 de l'accord n'a pas été respecté. C'est qui s'est dit qu'au bout de 3 ans... 2019. Oui, 2019. J'ai bien entendu, pas 2009, hein. 2019. Bien. 2019, oui. fin 2019. Oui, j'ai bien compris. Voilà, on va écrire pour... Comme par magie. Voilà, pour lui dire que le travail n'a pas été fait. Les grandes gueules. Vous êtes engagé au bout de 3 ans de construire un centre commercial. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous annulons le contrat. C'est après 17 ans qu'on constate. Alors, lorsque cela a été dit, l'UACI va écrire au ministre pour comprendre la situation, pour présenter des excuses et appeler même le ministre à venir quand même sur le terrain constater ce qui a déjà été fait. On invoque plusieurs contingences qui n'ont pas permis, n'est-ce pas, d'accélérer les travaux. Il y a entre autres la crise qu'on a connue entre 2003 et 2008 jusqu'au décès de Lansana Conté. Et puis, il y a également des transitions politiques qu'on a connues. Entre-temps, on a construit la maison et la mosquée. Oui, mais vous allez revenir pour voir. Les grandes gueules. Donc, Konaté et puis Alpha Condé. Donc, c'est ce qu'on invoque. À chaque fois qu'ils ont voulu, m'apprend-on, faire des travaux, il y a toujours un élément qui est intervenu qui n'a pas permis d'accélérer, n'est-ce pas, les travaux. Donc, il y a cette lettre qui va donc atterrir au niveau du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Malheureusement, il n'y a pas eu de réaction tout de suite. Ce qui se passe, c'est qu'on décide finalement de mettre un terme à ce contrat de bail. Mais il se trouve que dans le contrat de bail que j'ai ici sous mes yeux, il y a quand même des conditions de cessation du bail qui sont indiquées. Hein? Il y a des conditions de rupture de contrat. Les conditions de rupture de contrat. Oui, et dans ces conditions, je peux même les lire. Il est dit qu'on peut cesser le contrat à l'arrivée du terme convenu, sauf demande de renouvellement du preneur, la rénonciation du preneur, le retrait du bail pour cause d'utilité publique, la destruction des constructions par cas de force majeure pendant toute la durée du bail, la vente du terrain, objet du présent bail par le preneur, le défaut de paiement de 2 années consécutives de la redevance domaniale. Et donc, dans ce point indiqué, on ne trouve nulle part, même si, bien entendu, le fait de s'être engagé à construire un centre commercial au bout de 3 ans, et si cela n'est pas fait, est-ce que ça pouvait amener l'État à résilier le contrat? Ça n'apparaît pas dans les conditions de cessation du bail. Ça, c'est un premier aspect. Oui, mais est-ce que ce n'est pas dans les premières conditionnalités? C'est dans les conditionnalités. C'est dans les conditionnalités. Mais au niveau des conditions maintenant qui doivent amener, n'est-ce pas, le bailleur à la rupture, ça n'apparaît pas. Et l'autre élément qu'il faut quand même insister, qu'il faut indiquer, on peut bien entendu résilier le contrat. Mais quand l'État décide de résilier ce contrat, il va falloir quand même évaluer les travaux qui sont déjà réalisés sur le terrain et puis rembourser le preneur. Pourquoi? Et aujourd'hui,
Non, mais c'est indiqué. C'est indiqué dans le contrat. C'est bien indiqué dans le contrat. Le bailleur doit rembourser les travaux qui sont réalisés sur le terrain. Donc, ces deux éléments ne sont pas pris en compte aujourd'hui. En tout cas, on n'est pas en train d'aller sur ce terrain. Il y a déjà un délai qu'on a donné, n'est-ce pas, aux occupants, n'est-ce pas, de quitter. Oui, je ne sais pas s'il y avait une possibilité de revoir ça autrement, mais il y a quand même, on le dit, on a écouté hier le responsable de la Chambre de commerce et de l'industrie de Kindia qui disait c'est presque la moitié des commerçants du marché de Kindia qui se trouvent logés là-dedans. Donc si on les oblige à quitter, et bien évidemment, on va mettre du temps à les recaser quelque part. Et ça va être un manque à gagner. Vu que c'est un domaine de l'État, pourquoi l'État ne récupère pas directement pour ne pas que les autres subissent quand même les dégâts? Non, l'État récupère. Oui. L'État veut bien récupérer. En cherchant les autres commerçants. Mais c'est ce que l'État veut faire. Donc je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autres possibilités de récupérer. Il y a un contrat à la base. Parce que les occupants, pour l'instant, payent n'est-ce pas, les frais de location aux preneurs. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité, je sais que c'est ce que tu veux dire, est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer le domaine avec les occupants pour que désormais, au lieu de payer sans loi, on paye directement à l'État? C'est quand même une réflexion qui doit être menée. Mais ce n'est pas le seul domaine quand même qui est retiré à l'opérateur économique. Ici, à Conakry, il y a à Matam. Matam, c'est là où se trouve le siège de la société l'UACI. Les bureaux sont là-bas, mais il y a également des magasins où on stocke beaucoup de produits. Là-bas, ce qu'on invoque, c'est qu'il y a un domaine qui est acquis par l'opérateur économique par décret. Il y a un décret signé en 2003, c'est la même année, 2003, qui vend donc le domaine à l'opérateur économique. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire réalise après constat, ça aussi c'est intervenu très récemment, 2019-2020 là, que l'État guinéen avait minoré la valeur du domaine. C'est-à-dire le prix auquel l'opérateur économique a acheté le domaine en 2003, que ce n'était pas le prix normal quand on regarde, n'est-ce pas, le code foncier, etc. etc. Maintenant, oui. Là également, on se pose énormément de questions. Est-ce que si on a minoré la valeur à l'époque, est-ce que c'est la responsabilité de l'opérateur économique? Je crois que l'État est quelque part responsable lorsque, bien entendu, on fixe un prix parce que le preneur, lui, de toutes les façons, il veut du domaine. Et après Matam, il y a Coranti. Coranti, ça c'est à côté de Sonipèche. Là, en réalité, il y a un domaine qui appartient à l'opérateur économique et il y a un espace qui était vide entre le domaine et les rails qui passent juste derrière, n'est-ce pas, Sonipèche. Alors, l'opérateur a demandé à ce qu'on lui donne ce domaine-là. Pour acheter, bien sûr, l'État a refusé. Pour un bail, on a refusé. Maintenant, on lui a dit, on peut vous accorder une occupation provisoire. On va signer encore un accord et finalement, on va occuper. Mais le vieux va quand même entreprendre des travaux pour construire un mur en dur pour sécuriser, n'est-ce pas, le domaine. On va venir lui dire, nous sommes en train de constater que vous êtes en train d'ériger un mur en dur. Et ça, ce n'est pas ce qui est convenu dans le contrat. Il va dire, d'accord, mais ce que je fais, c'est pour protéger le domaine. Mais si vous estimez que ça ne doit pas être fait, nous pouvons arrêter, n'est-ce pas, les travaux. De toute façon, si vous décidez de récupérer, n'est-ce pas, le domaine, on peut vous le rétrocéder. Donc, c'est une lettre comme ça, on envoie au ministre. Il n'y a pas eu de réponse tout de suite. Et finalement, la dernière fois, il y a 5 mois que les travaux sont arrêtés là-bas. On revient pour récupérer non seulement le domaine qu'on a accordé pour occupation provisoire, mais également le domaine qui lui appartenait. Donc, tous ces domaines dont je parle, l'opérateur économique n'a plus accès à ces domaines à ces jours. À Matam, on m'apprend qu'il y a non seulement du riz qui est stocké là, mais il y a beaucoup d'autres produits qui sont périssables. Et c'est fermé. Les gendarmes sont partout. Ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à accéder à ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des raisons politiques derrière? Je ne sais pas. Mais voilà, comment la situation se présente, c'est sur la base des documents que j'ai pu obtenir. Ouais. Et nous sommes en 2020, vous êtes au pays d'Alpha Condé. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Et nous
donnons le ton ce matin, évidemment, avec notre invité. Vous le voyez à l'écran, évidemment, le président de Model. Oui, c'est bien sûr Aliou Ba. Les Américains votent donc ce mardi pour élire leur président de la République. Eh bien, que Donald Trump ou de Joe Biden pourrait l'emporter? Je posais cette question en début d'émission. Le président décrié donc sur le plan international, quittera-t-il la Maison Blanche au profit donc de l'ancien président, des anciens vice-présidents de Barack Obama? Nous le saurons en tout cas demain matin au plus tard. Le vote anticipé donc a déjà eu lieu dans plusieurs États. Et dans les sondages justement, comme en 2016, on déclare le républicain perdant. La présidentielle américaine fascine, elle est complexe et pleine de surprises. Le pays offre une grande leçon de démocratie au reste du monde. Est-ce une démocratie parfaite? Pour autant, Jacques Lewa pose cette question ce matin. Quel rôle jouent les grands électeurs dans le processus? Pour comprendre donc l'élection présidentielle américaine, évidemment, nous donnons la parole au président du Model, ancien boursier du département d'État sur le système électoral américain et ses enjeux pour l'Afrique. Monsieur Aliou Ba, il est président de Model. Il est notre invité ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Aliou Ba, bonjour et bienvenue sur Espace. Bonjour Lamine, bonjour à tous les auditeurs et merci de m'avoir invité. Alors, on va commencer. Vous êtes un ancien boursier du département d'État et vous avez appris sur le processus électoral et ses enjeux pour l'Afrique. Parlez-nous d'abord de cette bourse et ce qu'elle permet vraiment aux Africains qui partent, bien entendu, apprendre sur le système électoral américain. Merci beaucoup. C'est une bourse de leadership qui permet à des leaders émergents dans le monde qui ont été identifiés et selon le potentiel qu'ils ont et qu'ils pourraient développer demain au service de leur pays, d'acquérir des expériences pratiques selon des thématiques différentes. Ça dépend de votre domaine d'activité. Et bien entendu, ça renforce vos capacités en termes de connaissances, ça renforce aussi vos réseaux, vos amis, vos contacts, et afin que votre pays tire profit. Ça va aussi dans le sens du renforcement des relations entre les États-Unis et votre pays. Donc, j'ai été lauréat de ce programme avec un grand honneur. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'activités, des séminaires, des programmes de formation, des activités pratiques. Et ça me permet de profiter encore de ces différents liens, continuer de grandir, étant jeune, ambitieux pour mon pays. Donc, j'ai beaucoup de choses que je pourrais capitaliser le jour que j'aurai des postes de responsabilité électives ou nominatives en République de Guinée. Ça vous permet certainement d'avoir une autre façon d'analyser l'actualité politique américaine à l'image de ce qui est en train de se passer en ce moment. L'actualité, c'est bien entendu cette élection. Comment vous l'observez de loin, étant ici en Guinée? Quelle différence y a-t-il entre l'élection de cette année et les élections antérieures, à votre avis? Écoutez, chaque élection a ses propres enjeux parce que la société, elle est en mutation permanente. Ça, c'est une évidence. Mais il faut noter d'abord que le système électoral américain est particulier. Ce n'est pas un pays comme le nôtre, c'est un système fédéral. Donc chaque État a ses propres lois électorales, a ses propres réglementations, a sa propre façon de procéder. Et la seule fois où tous les Américains se réunissent et élisent deux personnes à la fois, ce sont les élections présidentielles. En dehors de ça, ce sont des élections au niveau de chaque État. Chaque État a sa propre structure, a son propre système électoral. Même aux États-Unis, il n'y a pas de fichier électoral national. Il y a des fichiers par comté. C'est-à-dire, on donne la possibilité aux gens de s'inscrire. À partir de l'âge de 16 ans, ils peuvent déjà être dans un fichier en attendant d'avoir 18 ans pour devenir électeurs. Et généralement, les services qui pourvoient le plus grand nombre d'électeurs aux États-Unis, et c'est un système automatique, c'est le service des permis de conduire. Les Américains aspirent souvent à avoir un permis dès l'âge de 16 ans. Donc, à partir du moment où vous êtes éligible au permis, vous êtes déjà préinscrit dans le fichier électoral. Et une fois que vous avez 18 ans, l'âge de la majorité, vous devenez électeur. Au-delà de ça, demain, par exemple, les États-Unis, aujourd'hui, mardi, ils vont élire ceux qui vont élire le président des États-Unis. Ils ne vont pas élire directement le président. C'est le système du collège électoral. Les grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont les élus au niveau du Congrès. C'est-à-dire, cette élection, elle permet de renouveler une bonne partie du Sénat, elle permet de renouveler la Chambre des représentants. Les pères fondateurs de l'Amérique ont rédigé des textes qu'on appelle les textes de compromis. Ils ont voulu à la fois protéger les intérêts des États fédérés à travers les sénateurs, 50 États. Donc il y a 100 sénateurs à raison de 2 sénateurs par État. Maintenant, il y a 438 représentants à la Chambre des représentants. Ça, c'est la deuxième chambre du Congrès. C'est les deux réunis qui font le Congrès des États-Unis, c'est-à-dire le Parlement.
Les représentants à la House, à la Chambre, c'est ceux-là qui défendent les intérêts de la population. Maintenant, il y a un système fixe où les sénateurs, le nombre ne varie pas, à raison de 2, quelle que soit la taille. Les grandes gueules. Maintenant, la Chambre des représentants, elle est réconfigurée régulièrement. Tous les 10 ans, il y a un recensement général de la population aux États-Unis qui permet de redéfinir la cartographie électorale en ce qui concerne l'élection des représentants à la Chambre. Et ceux-ci sont proportionnels au nombre de populations, c'est-à-dire à un facteur démographique des États. Alors, ce sont les deux réunis, 100 sénateurs plus 438 à la Chambre des représentants, qui font 538 élus au Congrès qui deviennent les grands électeurs. C'est ceux-là qui seront élus aujourd'hui ou demain, on est déjà dans la journée aux États-Unis, et ceux-là vont siéger au mois de décembre pour déterminer qui sera président parmi les deux. Mais au préalable, on peut le savoir parce que dans les États, il y a déjà, chaque État a un nombre de grands électeurs, 2 sénateurs plus les représentants. Donc, à chaque fois que vous gagnez, et le système winner takes all, qui fait que à chaque fois que vous gagnez dans un État, même si c'est d'une seule voix, vous prenez tous les grands électeurs, à l'exception de 2 États, le Nebraska et le Maine, qui appliquent le système à la proportionnelle. Sinon, dans l'ensemble, à l'issue de la journée, on peut savoir déjà ce qu'on a gagné dans les différents États, on peut faire la somme, et il faut avoir un minimum 270 grands électeurs pour devenir président des États-Unis. Alors, les grandes questions, évidemment, en ce qui concerne cette élection présidentielle américaine, on sait bien que le coronavirus est passé par là. Allez, le président sortant, il était presque rassuré, on va le dire comme ça, en tout cas assuré pour... Sur le plan économique. Sur le plan économique, à être réélu. Est-ce qu'on peut dire que Corona a joué un rôle, en tout cas en ce qui concerne cette élection? Les questions raciales, évidemment, on le sait très bien, Aliouba. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces élections? Écoutez, ça nous ramène au débat sur les enjeux réels de cette élection. C'est vrai que Donald Trump déjà avait créé la surprise en se faisant élire en 2016, malgré qu'il avait perdu le vote populaire d'à peu près de 3 millions de voix, mais il avait gagné les grands électeurs parce qu'il a créé de la surprise dans ce qu'on appelle les swing states, en particulier dans le Michigan, dans le Pennsylvanie, dans l'Ohio et tout ça, où il a gagné. Maintenant, cette élection, elle a 2 paramètres particuliers. Vous avez noté, la question du coronavirus est invitée. Et une élection qui met en jeu un président sortant est toujours perçue comme étant un référendum sur son bilan. Est-ce que c'est un vote d'adhésion en faveur de Joe Biden ou bien c'est un vote sanction à l'endroit de Donald Trump pour son bilan? Parce que le système, ces derniers temps, a révélé que les gens sont beaucoup plus portés à faire un choix par défaut, c'est-à-dire je n'aime pas celui qui est candidat, mais de toutes les façons, je vais voter, je ne l'aime pas, je vais voter contre lui. Contre lui, c'est en faveur de quelqu'un d'autre. Soit vous votez en sa faveur, soit vous décidez de vous abstenir. Maintenant, la question économique était très favorable à Donald Trump, comme vous l'avez si bien dit. D'abord, il a profité d'une situation qu'Obama a laissé un bilan économique quand même avec des indicateurs de performance assez bien satisfaisants. Il a surfé dessus pour appliquer son système de America First, qui était de prioriser l'Amérique, d'imposer les produits, d'appliquer des taxes spéciales sur les produits d'importation, qui encourage le rapatriement des entreprises américaines installées en Asie et dans le reste du monde. Ce qui a créé beaucoup d'emplois. Par la suite, la question du Covid est arrivée. On sait que ça a bloqué l'économie. Ça, c'est un problème particulier. Deuxièmement, la question raciale, la question sociale. Ces derniers temps, nous avons connu beaucoup de violences. Les disparités, on a eu beaucoup plus de visibilité sur le racisme aux États-Unis. C'est pas parce qu'il a changé ou s'il n'existait pas. Mais maintenant, par le fait de la technologie, des smartphones, les réseaux sociaux, c'est devenu beaucoup plus visible. Alors, à partir de ce moment, il y a des frustrations. Donc, c'est une Amérique divisée. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'intérêt de cette élection, c'est dans les swing states, les États indécis. Parce que c'est là où vous avez les minorités raciales. Il est difficile de gagner les élections sans gagner la Floride, par exemple. C'est environ 29 grands électeurs. À regarder de près, comme si les États-Unis... briser un peu les codes sur ces questions raciales. Parce que c'est vrai, en temps normal, on dénonce, mais en période électorale, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, les leaders misent sur les races pour se faire une place, soit les hispaniques ou alors les noirs. Ils n'ont pas de barrière, ils en parlent clairement, comme Joe Biden qui dit si vous votez pour Trump, c'est que vous n'êtes pas noir. Et puis Trump aussi qui part à la rencontre de ces noirs. Donc la question raciale est quand même utilisée par les politiques américains. Justement, c'est parce que c'est une société où les gens refusent d'être hypocrites. Parce que la réalité, elle est là. On l'a dit. C'est différent. Nous, chez nous, par exemple,
On sait que c'est un problème, mais on refuse d'évoquer. Parce qu'à force d'évoquer, tout de suite, on vous colle une étiquette. Chez eux, ça existe quand c'est du racisme contre les Noirs. Ils disent que c'est du racisme contre les Noirs. Quand c'est, tout à fait. C'est une société de débat, de discussion. Absolument. Cela ne veut pas dire... Parce que déjà, même la comptabilisation, on dit le vote des Noirs. C'est déjà discriminatoire. On dit le vote des Hispaniques, des Latino-Américains. C'est discriminatoire. Mais ça ne pose pas de problème en soi. C'est juste des indications. Même dans les services administratifs aux États-Unis, vous pouvez aller où on vous indique si vous êtes noir, vous devez marquer que vous êtes noir. Si vous êtes latino, vous devez marquer que vous êtes latino. Maintenant, imaginez que dans nos sociétés, qu'on le fasse comme ça. Vous voyez, l'intérêt de ce type de démarche ou de rhétorique, c'est que eux, ils regardent les problèmes en face et ils le disent comme ça. Si c'est un problème, on le règle. Mais cela ne veut pas dire que c'est en faisant semblant que ça n'existe pas que ça va se régler pour autant. Moi, je crois que c'est dans la culture du refus de l'hypocrisie des Américains et c'est tout à leur honneur. Mais justement, on donne le temps ce matin dans cette émission Les GG avec notre invité, M. Aliou Ba, président du Modèle. Allez-y, Madame. Alors Aliou, quel parallèle peut-on faire avec cette élection? Parce qu'on a vu un Donald Trump quand même qui est décidé, parce que les sondages, quelque part, donnent Joe Biden en avance, même si, vous l'avez dit, son élection en 2016 a surpris plus d'un, parce que sur le nombre, en partant des populations, Hillary était plutôt en avance, mais une surprise à laquelle tout le monde ne s'attendait pas, il est passé en avant grâce, comme vous l'avez dit, à ces grands électeurs-là. Quel parallèle peut-on faire avec un président qui se dit qu'il n'est pas prêt à accepter les résultats, il est même prêt à s'opposer. Il a demandé également à ses électeurs de protéger son vote. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec l'Afrique? Avec l'Afrique, oui, mais vous avez mentionné deux choses qui sont très pertinentes. La question des sondages. J'ai eu l'occasion de faire un stage au Pew Research Center de Washington, c'est l'un des plus grands instituts de sondage aux États-Unis, où on vous dit qu'il est très difficile, par exemple, de sonder l'électorat de Donald Trump. Parce que c'est des gens qui ont une visibilité très faible. Ils n'apparaissent pas illisibles, en fait. Voilà, vous avez trouvé le mot. Ils ne s'exposent pas, ils ne s'expriment pas. Mais ils votent massivement. Et généralement, ce sont les évangélistes, les conservateurs. Les évangélistes aux États-Unis, ils sont à peu près 33% de la population, c'est environ 80 millions d'Américains. Et c'est des gens qui votent massivement. Mais ils sont peu ouverts aux autres. Et c'est une industrie religieuse, il faut le dire comme ça, qui génère beaucoup d'argent. C'est plus d'1,5 milliard de dollars par an à travers les collectes. Donc, je ne m'y connais pas trop en religion, mais ce qui est sûr, ce sont des évangélistes. Alors, les sondages en 2016, certains disent que les sondages ont été faussés. C'est pas tout à fait cela. C'est parce que les sondages ont été orientés sur l'ensemble du vote populaire. Ils ont donné Hillary vainqueur. Le vote populaire, Hillary l'avait gagné sur près de 2 700 000 voix de différence. Mais les grands électeurs, les sondages n'ont pas précisé dans les États parce que le système des grands électeurs, c'est un peu le système de compensation. Vous allez perdre ici, perdre beaucoup de grands électeurs et gagner par là. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la compensation, vous pouvez être vainqueur du vote populaire et perdre au niveau des grands électeurs. Maintenant, c'est surtout toute la différence. Je vais terminer la... C'est juste la différence. Les grandes gueules. Le suffrage indirect. Enfin, le suffrage direct et indirect, c'est le fait que les Américains élisent ceux qui vont élire le président. C'est le suffrage indirect. Donc, oui, tout à fait. C'est le système suffrage indirect. Maintenant, c'est que Mme So essayait d'évoquer, en ce qui concerne le parallèle. C'est très difficile d'établir parce que en Afrique, nous avons des États. Nous avons plusieurs États, mais chaque pays a ses propres réalités. Chaque pays a son propre système. Mais ce qui est intéressant peut-être à comprendre aux États-Unis et à ramener par là, c'est le mécanisme par lequel ils font les inscriptions sur les listes électorales. Imaginez, en Guinée, c'est toujours des périodes exceptionnelles. Chez eux, il y a une période permanente. À chaque fois que vous vous faites enregistrer dans un centre administratif, si vous n'êtes pas dans un fichier électoral, vous avez la possibilité d'être dans un fichier électoral. Donc, si on s'inspire de ce type de modèle, ou bien le débat, la culture du débat, jusqu'à présent en Guinée, on a du mal à accepter la confrontation entre les challengers. Mais comment comprendre l'attitude de Donald Trump à dire déjà il ne va pas accepter les résultats, il a déjà préparé un petit peu ses élections. Il remet en cause le vote par correspondance. Oui, tout à fait. Ça, c'est une rhétorique. C'est une rhétorique qui a un objectif. Donald Trump a toujours fustigé le vote par correspondance parce que traditionnellement aux États-Unis, le vote par correspondance est souvent favorable aux démocrates. Et vous avez vu l'intérêt aussi, d'ailleurs les spécialistes le regardent beaucoup, dans une élection américaine, la capacité du candidat à mobiliser l'électorat est souvent évaluée.
Parce que si l'électorat ne se mobilise pas, il y a un problème de légitimité. Donc le taux de participation est important. Donald Trump, sachant bien que le vote par correspondance ne lui est pas généralement favorable, il crée une suspicion dans la tête des gens et pour les démotiver, afin qu'ils ne votent pas par correspondance. Et là, Biden a bien joué, parce qu'aujourd'hui, il y a près de 100 millions d'Américains qui ont déjà voté, dont plus de la moitié, c'est par correspondance. Alors, c'est une rhétorique, sinon je ne vois pas un président des États-Unis si puissant qu'il est, à ne pas reconnaître des résultats ou bloquer. Peut-être il y a eu des crises par le passé où la Floride, il y a eu un recomptage. À Gore et Bush. En 2000, mais la Cour suprême est là. C'est un pays où les pères fondateurs ont créé des textes de compromis de sorte que le système qui a été créé, il est contrôlé par les populations. Ce n'est pas le système qui s'impose à la population, c'est plutôt à la population qui contrôle et qui maîtrise le système. Donc c'est une rhétorique politique. Notre invité ce matin, allez-y mon cher Abel. Il y a deux effets nocifs dans les élections. C'est-à-dire il faut dire que la Cour suprême aujourd'hui est à majorité conservatrice. Ça c'est un fait important. Et puis je pense aussi ce qu'il y a d'extraordinaire dans la démocratie américaine, je pense que tu vas pas me contrôler là-dessus, c'est que là il faut se dire qu'il y a 60 ans en arrière, nous n'aurions pas pu manger dans les mêmes restaurants, nous n'aurions pas pu aller dans les mêmes toilettes que les Blancs, etc. L'Amérique a élu en 2008 son premier président noir, et je crois que l'effet paranoïa qui a eu lieu vis-à-vis de l'Amérique blanche, c'est de se sentir en minorité. Donc ça a expliqué aussi le vote massif, ou plutôt l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Donald Trump, qui, il faut le rappeler, sur l'équivalent européen, voire même africain, est un populiste. C'est quand même un mec d'ultra-droite, taxé de raciste, qui a quand même divisé l'Amérique et qui a monté les minorités les unes contre les autres. Ça, c'est Donald Trump. Donc, l'enjeu aussi, c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu aussi, là où on peut pas quand même faire aucun parallèle avec l'Afrique, c'est que les institutions américaines sont fortes et elles sont surtout extrêmement indépendantes. Le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif aux États-Unis est complètement indépendant. Donc voilà. Alors l'enjeu, ce qui va être extraordinaire à observer, c'est la vitalité de la démocratie américaine, parce que ça, et puis l'intelligence. Il y a quand même aujourd'hui un débat aux États-Unis. Il y a le sacro-saint premier amendement qui, voilà, la liberté d'expression aux États-Unis prend tout son sens. C'est-à-dire que tu peux te balader en tant qu'Américain avec un drapeau nazi et on n'a pas le droit de t'arrêter parce que ça s'appelle la liberté d'expression. Et c'est là où l'Amérique devient très intéressante. Voilà. Merci beaucoup Ahmed Kourouma. Voilà, on va prolonger le débat un peu plus tard, évidemment à minuit ce soir sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. On ne peut pas le laisser comme ça, sans parler politique guinéenne, évidemment. Quand même. Allez Ouba, avec tout ce qui se passe, parce qu'on va prolonger le débat évidemment à minuit ce soir. Voilà, on va passer une nuit électorale sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Depuis le 18, le pays est à l'arrêt, mais mon cher Ali Ouba, ton regard sur tout ça, mon cher ami. Écoutez, une situation qui était prévisible, mais qui est très critique. D'abord, je devais le faire au début pour m'acquitter de cette obligation qui est celle de présenter toutes mes condoléances à toutes les familles des victimes. Également mes condoléances aux familles de deux icônes nationales que nous avons perdues récemment, le syndicaliste Mbemba Souma et aussi le défenseur des droits de l'homme, M. Gadiri Diallo. Et écoutez, tout le monde a vu ça venir. Ce pays, il ne change pas. J'ai l'impression que certains disent juste les choses pour se contenter de se faire plaisir. Il y a un pouvoir qui a décidé un forcing et les conséquences, il s'en fiche éperdument. Il y a ce qui se fait appeler État, prétendument, parce qu'un État, ça ne se comporte pas comme ça, qui ont des discours va-t-en-guerre. Vous avez des ministres qui passent tout le temps à menacer un État. L'autorité d'un État est une autorité positive. C'est un État qui protège, mais aujourd'hui, nous avons un État militant. J'entends la rhétorique « vous » et « nous ». Donc, j'écoute des ministres ici, je ne sais pas s'ils se rendent compte de la petitesse de l'esprit qu'ils ont en parlant comme ça à des innocents. Et je pense que tous ceux qu'on tue là, il suffit simplement d'adresser, si vous voulez, une plainte ou une convocation à un citoyen pour qu'il réponde. Vous n'avez pas besoin de kidnapper des gens. Même dans le Far West, ça a cessé. Même dans les pays en guerre, il y a un respect minimum qu'on accorde aux populations. On ne peut pas rentrer par effraction dans vos domiciles. Aujourd'hui, il y a des arrestations nocturnes dans la zone de Cimenterie, Bailobaya,
Kabelin, c'est du traumatisme dans beaucoup de quartiers aujourd'hui. Sur l'axe, les gens, ils vivent plus. On vient renverser des marmites. Il y a certains qui se permettent. Donc il y a tellement de choses. C'est horrible. C'est horrible tout ça, Lamine. Comment s'en sortir justement maintenant? Mais écoutez, l'alternance est devenue quelque chose d'irréversible. Oui. On a entendu Amoulanfé, maintenant c'est l'alternance. On entend aussi transition. Amoulanfé, ça visait l'alternance. C'est ce que je dis, ce sont des efforts qui sont... Qu'est-ce qu'il faut maintenant? La solution, Ali Bouba. Mais écoutez, ce qu'il faut, ce régime ne doit plus et ne peut plus gouverner la Guinée. Ils ont montré leurs limites. Êtes-vous d'accord avec Lansana Kouyaté? Entre autres, j'ai entendu Lansana Kouyaté la semaine dernière qui disait que l'UFD a donné carrément du cutus au 3e mandat d'Alpha Condé. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas du tout? Non, mais élections. Écoutez. Oui. Vous savez, ce débat, il est vaste. Chacun s'est prononcé. Ouais. Moi, je suis dans la lutte du FNDC. Tout le monde sait que la position que nous avons défendue, d'une façon ou d'une autre, le 3e mandat d'Alpha Condé n'est ni légal ni légitime, quel que soit le point de vue de celui qui s'exprime. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où Alpha, c'est le candidat intrus dans ce processus. C'était lui qui ne devait pas être là. Les élections de 2018, que ce soit avec l'ancienne constitution ou ce qui se fait appeler maintenant constitution, elles devaient se tenir parce que 2020, c'était une année électorale pour les présidentielles et bien entendu, les Guinéens devaient élire quelqu'un d'autre pour gouverner ce pays. Comprends-tu? Il est bon, bon dans ses réponses, il est bon, il est très très bon. Non mais, Aliou, s'il te plaît, il faut qu'il réponde à ma question. Mais non, mon cher ami. Je reviens sur la question. Est-ce que, la question de Lamine, c'est justement, je reviens, j'abonde dans ton sens. Ce qu'il est malin, Aliou. Est-ce que, honnêtement, attends, Aliou, honnêtement, Lamine t'a posé une question claire. Est-ce que l'UFDG, notamment, par l'intermédiaire de son leader, Cellulane Diallo, en participant à cette élection, n'a-t-il pas donné le quitus et cautionné l'élection présidentielle? C'est une question simple. Mais écoutez, tous ceux qui sont partis à l'élection ont cautionné l'élection présidentielle, mais ça n'en fait pas un troisième mandat. Non, c'est pas une question de culpabilité. Peut-être la forme par laquelle je réponds peut ne pas convenir, mais j'essaie de voir quelque chose de plus large. Il y a plusieurs compétiteurs, y compris l'UFDG que vous avez indiqué. C'est pas parce qu'ils sont allés à une élection que cela fera du mandat d'Alpha Condé un mandat normal ou un mandat légal. Non, pas du tout. On a toujours dit, de toute façon, s'il y a quelque chose d'illégal, évidemment, c'est sa candidature. Alors, ça, on le sait maintenant. Voilà. Allez, quelle solution maintenant, Ali Bouba? Écoutez, moi, je pense que les Guinéens, très souvent, j'entends les gens parler de communauté internationale comme si c'est une solution magique. Ils doivent comprendre que la réalité géopolitique du monde fait que ce qu'on appelle communauté internationale en général, c'est un concept abstrait. Ça réunit juste... pas? Ça existe, mais il faut relativiser. C'est pas au point de confier mon destin à des gens qui ne peuvent pas ressentir la chose comme moi. Tous les pays qui se sont libérés, on n'a pas un rendez-vous avec l'histoire. On crée l'histoire. Ça, c'est vrai. C'est par les actes qu'on pose qu'on crée l'histoire. Donc, l'histoire ne nous attend pas à un carrefour pour dire que j'ai rendez-vous avec lui. Donc, ça veut dire que c'est les gens qui doivent se battre pour changer le cours de l'histoire. Et c'est pourquoi, moi, je ne suis pas resté dans la passivité, je me suis engagé et on prend tous les risques pour nos vies, pour celles de nos familles. Mais ça ne veut pas dire qu'on a plus de mérite que les autres. Mais le plus important, les Guinéens doivent comprendre que dans ce contexte-là, il s'agit de l'avenir commun de toute la Guinée. Est-ce que la nouvelle génération que nous sommes en particulier, nous voulons être des exilés? Nous voulons être des gens qui observent leur pays tomber dans la décadence sans rien dire? Ou bien nous voulons agir pour nous débarrasser d'un système qui est composé d'une minorité qui passe dans la corruption, la manipulation ethnique de toutes les communautés dont on parle. Mais nous vivons tous la même misère. Il n'y a qu'une petite minorité qui tire profit de ça. En temps de campagne, Mme Sow l'avait dit tout à l'heure, j'ai bien apprécié, on prend 100 000, 200 000. Ce n'est même pas 0,1% de ce qu'ils vous volent tous les jours. Parce qu'en volant l'argent public, c'est l'avenir de tout le monde qui sont en train de voler. Alors pendant la campagne, on vient vous donner de quoi alimenter une caisse de musique. Dans le quartier, de temps en temps, on fait descendre la vitre. Ah, les jeunes, je suis d'accord avec vous, on est ensemble. Et tout ça. Tu te rends pas compte que c'est celui-là qui est en train de te voler ton avenir dans ton propre pays. Un voleur qui vient redistribuer et vous l'applaudissez. Vous pensez que c'est le Messie, c'est l'homme providentiel, il est plus béni que tout le monde. Allez, il faut que les gens prennent conscience que, écoute Ahmed, les gens ne doivent pas se considérer comme étant des extraterrestres. Moi, j'ai entendu des personnes ici s'exprimer avec tellement d'arrogance et de mépris vis-à-vis de la population. Mais je me rends compte, quand vous donnez le pouvoir à des arrivistes et des opportunistes,
vous avez toujours la folie du pouvoir. Ouais. Lorsque le pouvoir, Aliou, est-ce que vous comprenez évidemment la sortie de ces autres candidats, parce qu'on l'évoquait ce matin, on a vu ceux qui se désolidarisent de la manifestation. C'est bien cela. Enfin, d'autres candidats que je connais même pas. Est-ce que vous comprenez un petit peu ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Kourouma et autres qui disent ne pas vouloir déposer de recours, qu'ils attendent que la Cour constitutionnelle se prononce. On a eu également Makale Camara du Pacte qui se désolidarise ce matin des manifestations. Non, c'est pas le Pacte, c'est Traoré. Dr Makale Traoré qui se désolidarise des manifestations qui sont organisées ce matin. Écoutez, il me surprend parce que j'appartiens à une classe politique quand même où il y a beaucoup de personnes, quand ils prennent la parole, ça me rend pas fier. Okay. Je ne suis pas un évaluateur, je ne suis pas prétentieux pour dire que c'est moi qui distribue des notes, mais pour ce que je sais du monde et ce que j'ambitionne pour la Guinée, il y a des comportements des acteurs politiques qui quand même ne font pas honneur à celui qui veut aller de l'avant. Vous savez, Lamine, il y a une question, je l'ai rédigée en tribune récemment. Quand une société perd la morale, elle ne peut générer que de mauvais décideurs. Les hommes politiques, y compris les dirigeants, ils sont le reflet de la société guinéenne. Il faut qu'on se dise. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Si aujourd'hui les dirigeants se comportent mal vis-à-vis de nous, c'est parce que nous avons prêté le flanc. Parce qu'il y a des gens qui acceptent ça. Ils acceptent la soumission, ils refusent la contradiction, ils préfèrent leurs petits intérêts. Il y a des gens ici qui te parlent de communauté, tu peux évaluer que du matin jusqu'au soir, ils n'ont pas mangé. Eux, ça ne leur soucie pas de dire quel est mon avenir, quel est mon compte dans tout ça. Il suffit que tu aies un nom de famille qui porte tel, ou joue le petit malin, parce qu'on a mis ça dans leur tête. Comment résoudre ça? Il faut rééduquer les gens. Il faudrait bien qu'on mette la priorité sur l'éducation. Il faut sensibiliser les gens et leur faire comprendre que c'est l'intérêt général qui doit être priorisé. À partir du moment où il y a un environnement qui est créé pour que chacun ait la chance de réussir, bien entendu, la réussite devient la règle. Mais dans ce pays-là, la réussite, c'est l'exception. Si Lamine réussit aujourd'hui, il est applaudi parce que tu as réussi dans un milieu difficile, alors que ce milieu devait être favorable pour qu'il y ait tant de personnes qui ont réussi. Malheureusement, dans ce pays, on a créé un système de dépendance. On a appauvri les gens de sorte qu'ils sont tellement hantés par leur quotidien que quelquefois tu as l'impression que le cerveau est bloqué, qu'il ne peut pas réfléchir parce qu'ils n'ont pas la possibilité de réfléchir. Et tout ça, ils ne sont que des victimes. Mais à un moment donné, puisque le monde est devenu ouvert, qu'ils prennent le temps de se dire, mais tiens, de tout ce que vous faites là, en plus de ce que vous nous amenez, du sac de riz et ainsi de suite, mais en réalité, qu'est-ce que ça nous apporte pour notre avenir? On ne peut pas aller se soigner. Nos enfants ne vont pas dans des bonnes écoles. Nous ne pratiquons pas les bonnes routes. Nous sommes fustigés un peu partout. L'un des plus grands pays pourvoyeurs de demandeurs d'asile dans le monde. Tout ça, c'est des réalités. Et pourtant, ce n'est pas un pays en guerre. Il faut le rappeler. Allez, dernière question, madame, parce qu'on a que 2 minutes. Oui, le score à la soviétique de Alassane Ouattara, est-ce que vous pensez que ça pourrait inspirer? Parce que là, il faut le dire, nous attendons les résultats de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement en Guinée? Oui, parce qu'il y a environ 2 mois, j'ai publié une tribune où j'avais dit la Guinée et la Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est 2 pays qui présentent des mauvaises similitudes. Si vous prenez le parcours historique de nos 2 États, vous comprendrez que nulle part il n'a été une occasion pour les 2 pays de voir le transfert du pouvoir d'un président sortant à un président élu. De Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, du président Ahmed Sékou Touré à Alpha Condé. Étant donné que l'alternance doit faire partie du bilan. En 2010, le rêve en Guinée, c'était le fait d'avoir inscrit les intangibilités. À mon avis, c'était l'acquis le plus important de 2010. Parce qu'à travers l'alternance, la démocratie respire. C'est l'oxygène de la démocratie. Les compétences s'alternent au pouvoir. Et au bout, on a des résultats. En Côte d'Ivoire, comme en Guinée, je dirais que c'est une grosse déception. Parce qu'Alassane Ouattara, je l'ai entendu tenir des discours à l'instar d'Alpha Condé, eux qui tenaient tous les discours contraires de ça. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, d'ailleurs, ça amène beaucoup à douter des hommes politiques de bonne foi. Parce qu'on dit, il suffit de leur donner le pouvoir pour qu'ils changent comme des caméléons et qu'ils se comportent mal. Je comprends ceux qui ont ce raisonnement-là. Parce qu'Alassane Ouattara, avec tout ce qu'il a fait comme carrière internationale, tous les grands de ce monde qu'il connaît, s'il prétend que seul lui peut continuer de gouverner, c'est qu'il a échoué. C'est l'équivalent d'un père de famille qui, à 80 ans, regarde ses enfants et ses petits-enfants pour dire « sans moi, vous n'êtes rien ». Ça veut dire qu'il a admis son échec avant de mourir. Sinon, le mérite, c'est aussi dans la préparation de la relève.
Ali Ouba, mesdames et messieurs, le débat continue évidemment sur Radio Espace sous les coups de minuit. Nous serons ensemble avec Ahmed Kourouma, entre autres, hein, voilà, et quelques invités, notamment Ali Ouba, qui sera avec nous, mesdames et messieurs, pour une nuit inédite ce soir, évidemment, cette nuit, pardon, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, avec nos correspondants déployés du côté des États-Unis, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission, à Kabine Kondé, Mamoudou Kondé, à Nalaï Sidibé, entre autres, à Mafata Sano, la famille Sidibé évidemment du côté de la régie. Grand merci à vous tous. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouve avec Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, eh bien c'est qui exactement? C'est plutôt la rédaction avec Aïssa Toussané pour le JT. Prenez soin de vous. On se retrouve à minuit. Voilà. Allez, au revoir.